Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition des infos TCBH. Cette semaine, ce qui nous attend? Quoi? Vous aimez pas mon sourire? Bon, ok, je vais l'enlever. Donc, ce qui nous attend cette semaine, c'est un reportage sur la grève des enseignants qui a eu lieu le 14 avril dernier, le tout premier reportage de Luc Caron, notre nouvelle recrue à la TCBH. La 9e chronique du maire de Trois-Pistoles et un point de presse virtuel qui nous vient de Maxime Blanchet-Jonca, le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les-Basques. On commence d'abord avec le reportage de Luc, au sujet de la grève de courte durée des enseignants. Luc a pu obtenir des témoignages de personnel enseignant qui ont expliqué leurs revendications et qui ont pris la peine d'expliquer leurs conditions de travail. Entre autres, le fait de rapporter du travail à la maison, les corrections, les préparations de cours, vous savez, et comme quoi que ce ne serait certainement pas tous les corps de métier qui accepteraient de rapporter du travail à la maison. On écoute ce qu'il y avait à nous dire. Que notre convention collective est étroitement reliée aux conditions d'apprentissage des élèves parce que c'est notre convention collective qui régit la composition des classes, etc., le nombre d'élèves qu'on retrouve dans les classes spéciales. Nous, c'est principalement ça qu'on veut. Souvent, les gens pensent que c'est plus salarial, mais principalement, là, ce qui nous dérange, ce sont plus des conditions comme celle-là. Les services aux élèves aussi qui manquent, puis qu'on fait des demandes, mais que ça n'a pas toujours réponse positive, que c'est complexe aussi comme concept pour pouvoir recevoir des services pour nos élèves. C'est vraiment quelque chose qui est très important, que les gens pensent qu'on est en vacances l'été, mais non, on n'est pas en vacances l'été. On est en vacances, mais en fait, on n'est pas rémunéré, alors que les gens principalement pensent que c'est ça. Mais nos revendications posent principalement sur les conditions de travail pour que nos élèves aient des meilleurs services. Il y a aussi tout ce qui concerne les enseignants à statut précaire, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas encore sur la liste de priorité pour avoir un travail ou qui le sont mais ne sont pas encore permanents. Ce qui fait qu'en août, ils vivent une loterie des postes, une loterie de contrats. À chaque année, ils ne savent pas trop où ils vont se retrouver. C'est un changement perpétuel de milieu de travail, etc. Il y a des enseignants qui vont se retrouver avec 7 à 8 préparations de cours différentes par année, là, dans les pires cas. Puis j'ai déjà entendu plus, ce qui est assez étonnant pour des enseignants qui commencent, qui débutent. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de postes en plein, il y en a des postes en plein permanents. Par contre, c'est très difficile à avoir, très long à obtenir. Côté salarial, ce qui nous dérange le plus, parce que oui, ça demeure quand même un aspect, c'est surtout la semaine de 40 heures qu'on souhaite nous imposer 40 heures de présence à l'école, avec une infime majoration salariale, ce qui veut dire que c'est augmenter notre présence à l'école de 8 heures sans nous payer davantage, ce qui, à notre avis, ne fait pas de sens, parce que dans aucun autre corps de métier, on accepterait de travailler 8 heures de plus pour rien d'autre. Sauf que nous, le 40 heures, on en fait beaucoup à la maison aussi. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la fin de semaine, on corrige, le soir, on corrige. Pas tous les soirs, pas toutes les fins de semaine, mais ça arrive très fréquemment. Je connais personne qui n'a jamais amené rien chez lui. Fait que ça fait partie de notre réalité, puis c'est une réalité que les gens voient pas parce que ça se fait dans nos maisons. Concernant le 40 heures aussi, c'est qu'on n'aura pas l'augmentation parce qu'on est payé par semaine. Donc, ça ne changera pas au niveau de notre paye. L'augmentation qu'ils nous offrent serait probablement la même si on travaillait encore notre nombre d'heures qu'on travaille actuellement, pour lequel on est rémunéré. Et puis, la majoration salariale, elle est infime comparativement à la majoration du coût de la vie là,
qu'on vit, puis ça fait plusieurs années que le gouvernement offre pas ce qu'on devrait recevoir par rapport à la majoration du coût de la vie. Les conditions d'apprentissage aux élèves, c'est ça qui nous touche le plus comme pédagogue, comme enseignant. Le fait de ne pas pouvoir offrir un enseignement optimal. On le fait du mieux qu'on peut toujours, mais dans des classes qui ne sont pas toujours adaptées aux besoins des élèves. C'est ça, le gouvernement, lui, il ne veut pas ouvrir de classe spéciale et une fermeture totale là-dessus. Puis nous, enfin, ce qu'on dit, c'est qu'on a plusieurs élèves avec des besoins importants. Il faut les combler, ces besoins-là. Je trouve que l'opinion publique est quand même positive par rapport à nos revendications. On constate qu'on a beaucoup de difficultés à obtenir des conditions qui sont gagnantes pour les élèves. Ça fait au-dessus d'un an qu'on est sans contrat de travail et qu'il n'y a pas d'avancement à la table des négociations. Fait qu'on a décidé aujourd'hui de faire un petit mouvement de grève. On est conscient que ce n'est pas la meilleure période qui soit, mais en même temps, on souhaite que ça avance, puis qu'il y ait des conclusions qui soient positives pour nous, personnel enseignant, puis dans notre cas, qui sont à statut précaire depuis très longtemps. Alors, on a besoin d'être encouragés et avec tout le contexte de la pandémie, de l'enseignement à distance, de l'enseignement en présence, qui nous occasionne bien sûr un surplus de travail et de préoccupation aussi. Alors, on veut bien faire notre travail et pour ça, on a besoin d'être soutenus dans ce qu'on fait. C'est important pour nous d'être là pour nos étudiants, puis de les supporter, de les encourager, de les guider. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le goût d'apprendre. C'est ça notre rôle. Et pour ça, c'est important que aussi de notre côté, on puisse continuer d'être supportés. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci de votre encouragement et de croire dans nos actions. On est de retour. Comme vous avez pu le constater, c'est un travail important dans la société et on ne prend pas toujours la peine d'écouter ce que ces travailleurs ont à dire. On va maintenant voir la 9e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux. Cette semaine, Jean-Pierre nous parle de 4 sujets spécifiques. Le ramonage des cheminées, on arrive au printemps, les exemptions de taxes foncières, le projet d'hôtel salle de congrès et les services de voirie de Trois-Pistoles qui sont perturbés. Bon visionnement. Bonjour à vous tous. Merci encore à la télé communautaire de me donner l'occasion de m'adresser à vous directement. Alors aujourd'hui, il y a 2-3 éléments que je vais vous traiter. Le premier des sujets que je vais aborder, ça s'adresse à mes citoyens surtout de la ville, mais c'est un message aussi qui est lancé à tous les citoyens qui écoutent la télévision, donc qui font usage d'un poêle à bois chez eux. Nous, la Ville de Trois-Pistoles, à chaque année, depuis nombre d'années, il y a un règlement qui est l'obligation de faire ramoner leur cheminée et de la faire inspecter à tous les ans. Alors, nous, on a un spécialiste qui, heureusement, qui est dans la région ici, qui est Marcel Ouellette, qui vit à Trois-Pistoles. Depuis de nombreux années, on utilise ses services. Et lui, à chaque printemps, à partir de la mi-mai, je vous dirais, c'est la mi-mai jusqu'au 15 juillet, fait le tour de toutes les rues de la ville et toutes les maisons bien identifiées parce que le service de sécurité des incendies a l'inventaire de toutes les maisons qui ont des cheminées et des poêles. Alors, M. Ouellette fait le tour de toutes les propriétés. Et c'est à la charge des propriétaires de faire ramoner leur cheminée. Et c'est eux autres qui payent directement, ce n'est pas les taxes municipales qui payent ces services. Donc, il y a un contrat avec lui. Lui passe chez vous à toutes les maisons, mais si vous n'êtes pas présent, parce qu'il ne ramène pas une cheminée si vous n'êtes pas là. Parce que si vous avez une trappe d'ouvert en bas dans votre sous-sol de la cheminée, puis que lui ramène, puis que la suie tombe dans votre maison, il y a un problème. Donc, il faut que vous soyez là. Alors lui, il passe. Si vous êtes là, là, il monte sur le toit de la maison, remonte comme il faut, fait l'inspection de votre cheminée pour voir si tout est en état, si le mortier est encore bon et tout. Et puis s'occupe aussi de ramasser la suie qui est tombée et fait des recommandations. Vous signez un reçu comme quoi vous avez ramené votre cheminée. Alors, vous le payez à lui directement, mais il y a un montant autour d'une 50aine de dollars que ça coûte.
Il y a des ajouts aussi, si jamais vous allez en avoir plus par rapport à votre inspection. Mais sachez que cette année, à partir de la mi-mai jusqu'au 15 juillet, M. Ouellet, c'est sa période pour faire l'inspection et le ramenage des cheminées à 3 pistoles. Si vous n'êtes pas là, lui, il va laisser une fiche dans la porte, vous disant exactement vers quelle journée et quelle heure il va repasser. Si, en lisant ce petit feuillet-là qu'il laisse dans votre poignée de porte, si vous n'êtes pas présent à sa deuxième visite, là, il ne ramènera pas, mais il y a un coût qui va vous être rajouté. Je pense que c'est 20 comme une punition, là, où lui, c'est des frais. Là, vous n'êtes pas là, bien alors lui, il faut régler. Alors, soyez assurés d'être collaborateur avec lui. Quand il passe, vous faites faire ce qu'il y a à faire. Il vous donne un reçu, vous payez, puis tout est beau. Et je vais vous dire par là aussi, c'est qu'une fois que sa saison de ramonage est faite, tous les données de ces inspections, de ces cheminées ramonées, est transmis directement à notre service de sécurité incendie. Et je vais vous dire à quoi je vais en venir par la suite. À l'automne, il se déclare, ou même au mois de juillet à août, quand il commence à faire frais un petit peu, il se déclare un feu de cheminée. Les pompiers vont arriver, vont aller éteindre ça. S'il y a quelque chose qui s'aggrave dans cet incendie-là à cause du feu de cheminée, puis que votre maison a des problèmes X, Y, Z, et puis vous devez faire affaire avec vos assurances, alors vous déposez une demande à votre assureur de payer la note, mais l'assureur va aller vérifier au service d'incendie quel était l'état de sa cheminée, est-ce qu'il a été ramoné et quand. Alors, si vous avez ces éléments-là, déjà l'assurance va cocher « Oui, c'est beau, je continue à mon analyse pour le remboursement des coûts que ça représente vos problèmes d'incendie. » Donc, ce n'est pas anodin en soi de voir que le service de ramonage a lieu à tous les printemps, après que l'hiver fut passé pas mal, ou que tout le monde a chauffé, puis là, les cheminées sont encrassées, c'est nettoyé immédiatement le plus tôt possible. Et puis, c'est enregistré et ça sert aussi de preuve si jamais vous avez un problème qui suit par la suite. Donc, je vais vous dire que je pense que le placement de 50 $ autour pour faire ramener votre cheminée, la faire inspecter, je crois que là, c'est important. Si vous arrive quelque chose par la suite, vous êtes protégé au moins par rapport aux assurances pour couvrir les paiements que ça peut occasionner une problématique d'incendie. L'autre élément que je veux vous apporter aussi, c'est que tout le monde paye des taxes par rapport à leur maison, leur propriété. Là, tu payes des taxes municipales, c'est une loi qui est égale pour tout le monde. Par contre, la loi permet à des organismes à but non lucratif, par exemple, ça peut être les Chevaliers de Colomb, la Maison du notaire, l'Éveil des Basques ou d'autres organisations communautaires sociales à but non lucratif, ces organisations-là qui ont des propriétés dans une municipalité au Québec peuvent faire une demande d'exemption de taxes. Ce n'est pas le Conseil de ville qui décide ça. C'est la Commission municipale du Québec. Alors, les organisations, que tu sois à Saint-Cyprien, à Saint-Hubert, à Saint-Clément, à Saint-Paul-de-la-Croix ou à Trois-Pistoles, les OBNL qui ont des propriétés dans lesquelles ils tiennent leur activité principale, eh bien, la municipalité charge une taxe à leur propriété, mais ces organismes-là peuvent demander d'être soustraits à une exemption de taxes municipales. Je ne parle pas des taxes d'eau ni d'égout, vraiment la taxe foncière. Alors, pour ce faire, les organismes demandent à la Commission municipale du Québec une exemption de taxes. La Commission municipale l'analyse, vérifie avec le Conseil municipal si c'est vrai, c'est un vrai organisme qui est décrit, respecte les règles du jeu. Et une fois que c'est fait, la Commission municipale écrit à l'organisme disant « Oui, vous allez être soustrait à partir de telle année, soustrait de paiement de taxes. » Et la Ville reçoit ça aussi. Donc, vous pouvez avoir une exemption de taxes, mettons, pour 5, 6, 7, 8 ans. Après ça, c'est renouvelable par la suite. Ici, à Trois-Pistoles, on a eu 2 demandes. L'Éveil des Basques et la Maison du notaire qui ont fait une demande à la Commission municipale pour être exemptés de taxes foncières à la propriété. Et ça donne un coup de main souvent à ces organisations-là de pouvoir mieux vivre et continuer leur œuvre dans ce qu'ils font. L'autre élément, c'est M. David Duperron, qui avait un projet d'hôtel au coin de la rue Jean-Rioux et la route 132, associé avec la MRC des Basques, qui avait aussi le projet de centre communautaire ou centre des congrès, si vous voulez, mais communautaire. M. Duperron, son terrain est acheté, il y avait encore l'intérêt, il y avait des analyses de fait partout, de A à Z, avec même associé avec une chaîne hôtelière. Avec l'avenue de la COVID l'an passé, puis le retard de pouvoir construire une salle des congrès propriété
la MRC des Basques a fait que lui, il a comme dit, là, j'investis ailleurs, maintenant il y avait de l'argent disponible, il dit, moi, j'investis ailleurs, et puis le projet ici, je le laisse sur la glace pour l'instant. Ce que M. Duperron nous a dit, en tout cas, moi qui m'a parlé il y a 2 semaines, m'a dit qu'il allait installer des immenses affiches à l'entrée de son terrain au coin de la 132, puis aller mettre sur le réseau qui connaît, lui, des hommes d'affaires, la possibilité de quelqu'un qui veut investir dans un projet d'hôtel à Trois-Pistoles, que lui, son terrain est libre et prêt à être construit pour ça. Alors, il garde quand même, sans vouloir continuer à investir dans ça, ce projet-là. Le fonds de terrain lui appartient, mais il tient particulièrement à ce que si quelqu'un veut acheter ce fonds de terrain-là, que cette personne-là, ce groupe-là d'individus, aille en fonction de construire un hôtel. Parce que dans cet espace-là, déjà, il y a un espace de prévu pour la salle des congrès communautaires que la MRC est encore enclenchée pour pouvoir construire cette salle-là, qui est manquante dans notre milieu. Pour vous dire que le projet n'est pas mort, et Trois-Pistoles, vous savez, là, la journée qu'il y aura cet hôtel-là de 50 chambres, une bannière là, solide, avec une salle des congrès, eh bien, on pourra créer de l'animation 12 mois par année ici pour pouvoir amener de l'activité économique dans le milieu, puis la création d'emplois, puis de stabiliser nos petits commerçants locaux. Donc, le projet n'est pas mort, il est orienté différemment. Aussitôt que la MRC aura l'acceptation de la part du gouvernement d'une aide financière qui va permettre la construction de sa salle de congrès communautaire, à ce moment-là, bien là, le travail de fond, d'aller à la recherche d'un promoteur pour investir dans un hôtel en lui proposant un plan d'action très clair qui soit intéressant pour un promoteur privé, bien, ça sera, je pense, là, une relance de notre économie du milieu. Trois-Pistoles a besoin de cet équipement, je dirais, de restauration et d'hôtellerie d'un bon ordre. Le dernier élément que je vais vous parler, parce que les gens du milieu le savent, ça s'adresse à ma population directement. Vous savez, la COVID-19 qui fait des ravages partout sur la planète, on se pensait un peu soustrait à ça du Bas-Saint-Laurent. On voit que depuis un mois, le Bas-Saint-Laurent est tourné au rouge. La MRC des Basques, jusqu'au mois de janvier, on avait 5 cas environ, 5 à 10 cas. Alors, je peux vous dire qu'au niveau de la ville, on a été attaqué par ça. Au niveau du garage municipal, il y a 2 employés qui ont été atteints et tous les autres employés qui s'occupent de la voirie normalement ont été obligés par la Commission des normes de santé et sécurité au travail qu'on a rencontré et le réseau de la santé de sortir tout notre personnel de la voirie de leur emploi et de s'en aller chez eux pour 14 jours en attendant d'avoir les effets s'ils sont positifs ou non. C'est ce qui fait que nous, au niveau du conseil de ville, avec notre directrice générale, ça crée un problème énorme. C'est que là, il y a des travaux à faire de voirie, l'usine d'eau potable, les étangs aérés, et tout ça. Alors, les rues, nettoyer les rues, tout ça, ça complique les choses. C'est ce qui fait qu'on a fait appel à un ancien employé de la voirie, Jean-Pierre Théberge, pour pouvoir nous donner un coup de main si jamais besoin est, et aussi avec des contracteurs. Ceci étant dit, quand l'émission va passer, là où je vous parle là présentement, on est aujourd'hui le 21 avril. Il y annonce une grosse tempête de neige dans la nuit du 21, 22, 23. Et là, on est coincé avec ça. C'est que quand vous allez l'entendre, si vous allez l'avoir vécu, il va y avoir juste une personne qui va ouvrir les rues de la ville pendant la tempête qui aura fait ça. Alors, je peux vous dire qu'on s'excuse, mais il y a des règles du jeu qui font qu'on est obligé de respecter. Puis on est obligé de vivre avec. La tempête, bien là, ne faisait pas partie du décor, mais là, on l'a eu. Et on va vivre avec, si vous voulez. Alors, soyez aussi tolérants aussi au niveau de la propreté des rues. Il y a du sable là, accumulé au niveau de l'hiver, où que normalement, le balai devrait ramasser tout ça dans ce temps-ci, mais là, tout est arrêté. Et ça va aller vers la fin du mois d'avril avec nos employés qui ne sont pas atteints pour pouvoir récupérer leur emploi. Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. J'espère que vous aurez apprécié cette chronique. Effectivement, le travail de toute une équipe à l'entretien des rues, ça doit être assez compliqué de faire ça à une seule personne. Je pense qu'on ne voudrait pas être personne à la place de M. Théberge. Bravo à vous. D'avoir été informé de ça, par contre, je pense que ça permet de relativiser un peu. Là, hein? On va maintenant prendre une pause publicitaire et au retour, je vous présente le point de presse virtuel provenant de Maxime Blanchet-Jonca,
le député fédéral de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques, au sujet de la maximisation de la filière forestière au Bas-Saint-Laurent. À tantôt. Je te laisse pas sortir d'ici sans savoir où tu vas. Hein? Bien de même en plus. Ben oui, non, Hey, arrête de tout le temps me mentir en pleine face, tu le sais que je peux pas te faire Confiance. T'essayes toujours de me provoquer. Mon amour, Hey! Ben là, tu vas enlever ton manteau et tu vas rester ici. C'est pas vrai qu'on va se chicaner à cause de toi. Moi, je suis là, je suis frère avec toi. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Écoute-moi même, c'est fini, ça. Ça vient de qui, tous ces messages-là? Hein? Tu veux pas me le dire, hein? Tu me caches quelque chose? Mais voyons, de quoi tu parles? Hey! Prends-moi pas pour un épais. Je le sais que tu parles dans mon dos à tes amis. Tu me fais passer pour un méchant. Mais c'est toi qui cherches l'attention. Chérie. Hey! Là, tu vas m'arrêter ça tout de suite, là. Tu vas me le dire, c'est à qui tu parles, OK? Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu en grand nombre à cette invitation des députés Maxime Blanchette-Jonca et Christina Michaud pour la conférence de presse sur les propositions du Bloc québécois pour la forêt. Des propositions très constructives, vous allez le voir, qui je dirais, vont donner l'occasion d'alimenter bien des débats et de donner beaucoup d'espoir, je pense, à nos collectivités. On a aussi l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité à cette conférence de presse le député de Belleuil-Chambly et chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Il y a plusieurs mois déjà, et encore une fois, la pandémie a ralenti l'exercice de ça. On avait développé une vision, une approche qui, moi, me tenait déjà beaucoup à cœur, qui est celle de faire la démonstration que d'avoir une sensibilité environnementale, ça ne veut pas dire d'avoir une attitude de curé qui dit « vous n'avez pas le droit de faire ça, privez-vous », mais bien une occasion de créer davantage de richesses pour davantage de gens dans le respect des opportunités et contraintes de l'environnement, et en faisant en sorte qu'on se dégage, qu'on se libère de l'économie qui est éminemment trop liée au pétrole. Ça voulait dire faire appel à notre capacité en recherche. Et les centres de recherche au Québec font l'envie de l'ensemble du Canada. De faire appel à notre capacité en ingénierie, de faire appel, bien sûr, à nos ressources naturelles, de faire appel à notre énergie propre, pour développer ce davantage de richesse. Le premier exemple qui nous est venu à l'esprit automatiquement, ça a été la forêt. L'immensité de la ressource forestière au Québec. Évidemment, sa capacité de renouvellement, qui demande certainement un peu d'attention, mais qui n'en est pas moins tout à fait réelle. Son impact sur l'ensemble du territoire, parce que là où il n'y a pas de cueillette, il peut y avoir de la transformation. Son influence sur notre capacité d'exportation, en particulier dans le contexte actuel, à la limite trop, parce que ça peut nuire à des activités de transformation. C'est devenu clair que c'était le plus bel exemple. Et le plus bel exemple aussi, parce que j'ai visité plusieurs centres de recherche, dont un à Amqui, qui travaille sur le bois, de nouveaux et de différents usages du bois, qui impliquent de la transformation, parfois en produits de construction singuliers, et parfois en produits énergétiques. Ça a donné l'idée de développer une étude qui allait nous démontrer quel est le potentiel de la foresterie au Québec. Jusqu'à quel point cette alternative à l'économie du pétrole, du gaz et dans une moindre mesure du charbon peut et doit être développée sans réduire la richesse du Québec, mais bien en l'augmentant, parce que le Québec ne s'enrichit pas en exportant de l'argent vers l'Ouest canadien. Le Québec ne s'enrichit pas en subventionnant le pétrole de l'Ouest canadien. Pas qu'on soit contre l'Ouest canadien, on pense que la production actuelle doit être capée et commencer à baisser. De toute façon, les objectifs annoncés en matière de réduction de gaz à effet de serre par le gouvernement ne peuvent pas se réaliser sans qu'il y ait une réduction de la production et de la consommation.
Donc, la forêt était le plus bel exemple. Des études régionales ont été faites. Elles ont été compilées dans une étude nationale qui a été présentée au Parlement à Ottawa, mais nous tenions évidemment à la présenter dans les régions dites forestières, dont les députés font partie de ce qu'on appelle le caucus du bois. Et c'est ce à quoi vous aurez droit aujourd'hui. Dans votre cas précis, toutefois, je vais vous donner un exemple qui est bien concret. Il y a un dossier chez vous qui a été controversé, dans lequel j'ai été impliqué, qui est celui de la cimenterie mécanisée. On va sortir d'emblée toute la partie 350 millions devenus ci. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Et j'en pense la même affaire que n'importe qui fera le constat que ça a été géré comme des mots, je ne dirais pas en public ou en présence de journalistes. C'est gênant. Prenons la partie purement économique et environnementale. Avant de devenir ministre de l'Environnement, tout juste avant, quelques jours avant, j'étais dans la région, puis on me parlait de ce projet-là qui allait générer, me disait-on, jusqu'à 400 emplois de belle qualité dans un secteur qui en avait hautement besoin. Bien sûr, il y avait potentiellement un enjeu environnemental. Et dans mes discussions comme ministre de l'Environnement, j'avais avancé, et je n'ai pas eu le temps de compléter, un projet en vertu duquel, et il y a eu 1000 tergiversations par rapport à ça. Après, on va le faire, on ne le fera pas, ça dépend du vent. L'installation, elle a utilisé jusqu'à 40% d'énergie produite à partir de biomasse forestière résiduelle locale. Les 4 mots sont importants. Évidemment, biomasse forestière, tout le monde comprend. Le résiduel, c'est on n'abattra pas des arbres qui peuvent servir à faire autre chose dans le but d'aller les brûler dans une cimenterie. Et local, parce que bien sûr, le transport de biomasse est en soi une contrainte qui diminue beaucoup la potentielle carboneutralité du recours à cette forme d'énergie. C'est le genre de choses qui sont loin d'être idéales, mais qui sont des progrès. C'était une conciliation, au moins dans la volonté de l'époque, avec les erreurs et les bons coups qu'on peut avoir faits. C'était la volonté de concilier un outil de développement économique qui n'a pas respecté ses promesses, même pas proche, là, qui a changé d'idée 14 fois, qui nous a menti puis qui a été vendu. Mais de concilier ce que la région recevait comme un projet de développement économique et des enjeux à caractère environnemental qui étaient valables en termes d'alternatives énergétiques. Par contre, il y a beaucoup d'autres modèles qui existent. Il y a de la recherche qui se fait à plusieurs endroits au Québec sur le potentiel biochimique et énergétique de la forêt, qui sont des secteurs où la transformation peut se faire sans être considérée comme un obstacle aux règles de commerce qui régissent le commerce du bois entre les États-Unis et le Canada. Il y a là un énorme potentiel de développement économique. Un potentiel de développement économique qui, sans demander de sacrifice aux entreprises forestières, permet d'augmenter le potentiel d'emploi dans le secteur par la 2e et 3e transformation, sans augmenter la pression sur la ressource et le renouvellement de la ressource. Il y a là une piste à développer, c'est très clair. Et les chiffres sont extrêmement convaincants. Je vous invite donc à prendre connaissance de ça, à regarder la teneur, voir le potentiel, voir jusqu'à quel point une région qui trop souvent est passée après les autres en matière de développement économique est capable de tirer son épingle du jeu de façon hautement avantageuse. Et je vous prie de croire que notre engagement à nous, au Bloc québécois, à l'endroit de la Gaspésie, il est complet. Je pense qu'on l'a manifesté à d'assez nombreuses reprises et qu'on l'a manifesté de façon assez concrète. Et vos représentants sont de solides véhicules en de telles matières. Alors, je vous souhaite une bonne prise de connaissance, si je peux l'exprimer ainsi. Et soyez assurés qu'il y aura un suivi à cette démarche qu'on vous présente aujourd'hui, avec l'espoir que ce soit un élan, une contribution à l'économie de votre région. Et petite affaire que j'oubliais sur laquelle je conclurai. Jusqu'à la fin de la semaine dernière, dans le budget fédéral, il n'y avait vraisemblablement pas une scène pour la forêt. On a présenté des éléments de notre projet, on s'est fait insistant, j'ai parlé au premier ministre, j'ai demandé s'il y avait quelque chose pour la forêt, j'ai pris son crayon, il a pris une petite note. Et il y a 55 millions pour une institution qui se spécialise dans la recherche pour la transformation en forêt. Ce n'est pas énorme,
parce que c'est 25 millions par année, parce que le Québec va peut-être, dans le meilleur des scénarios, toucher à peu près le tiers de la somme. Mais 8 millions en recherche sur la transformation forestière au Québec, ça peut faire une différence. Et on est content de pouvoir dire que justement, le Bloc québécois a fait la différence en de telles matières et que sans notre insistance, ça ne serait pas produit. Alors, un rôle d'opposition, s'il est fait de façon constructive et positive, peut s'avérer un outil pour le développement de nos régions. Davantage, puis je ne cible personne, qu'un rôle de ministre qui reste passif. Alors, amusez-vous bien avec ça, permettez-vous de rêver, permettez-vous de questionner, permettez-vous de challenger et on travaillera sur le suivi ensemble par la suite et au plaisir de retourner vous voir en personne le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Et merci au chef de s'être déplacé parce qu'il l'a dit, là, on était un caucus du bois au Bloc québécois, puis il fait le même exercice avec plusieurs autres régions du Québec pour aller vraiment présenter les études dans les différentes régions. Alors, je le remercie de s'être déplacé et je m'excuse pour l'éclairage qui semble très jaune comparé à vous tous. C'est inexplicable. Je suis dans le Parlement, dans une petite salle en attendant la période des questions et je devrais justement quitter là, dans quelques minutes pour y assister, mais mon très cher collègue Maxime Blanchet de Jonca pourra répondre à vos questions là, à la fin de la conférence de presse. Je suis désolée de ce mauvais horaire là, qui est hors de mon contrôle. Tout d'abord, merci aux représentants des médias de vous être déplacés virtuellement pour ça. C'est extrêmement apprécié, mais un grand merci également à toutes les autres personnes qui sont là, qui ont répondu présents à notre invitation, les gens du domaine, les élus. Ça fait plaisir de vous voir. Et c'est ça, le chef en a parlé un petit peu. C'est un projet sur lequel on travaille depuis une bonne année déjà. On avait donc hâte de le présenter. Qu'est-ce que ça veut dire la forêt pour le Québec, mais aussi pour une région comme la nôtre au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, de pouvoir présenter quelque chose de concret sur comment mieux maximiser cette industrie-là, ben c'est très plaisant, puis on est content de pouvoir enfin vous le présenter aujourd'hui. Et on s'est justement inspiré de cette étude-là pour faire 8 propositions concrètes au gouvernement pour bonifier l'industrie, et c'est ce qu'on va vous présenter, Maxime et moi. Chez nous, la forêt, elle couvre 85 de notre territoire. Donc, autrement dit, elle fait partie de qui nous sommes. C'est notre ADN et c'est normal qu'on veuille la défendre et qu'on s'en préoccupe avec passion. Et je pense que le chef ne l'a pas mentionné, mais cette idée-là, au départ, elle est venue du député de Jonquière, notre collègue, qui était un peu pris entre chez eux le projet GNL, avec une partie de la population qui était totalement contre pour des raisons évidentes, pour des raisons environnementales, et une partie de la population qui était en faveur pour la création d'emplois et il se disait comment on peut créer une alternative à ça, une alternative qui est écologique, qui est meilleure pour notre environnement. Et elle se trouvait déjà là, en fait, c'était l'industrie forestière. Alors, on a décidé justement de faire une étude pour démontrer ce que ça pouvait représenter pour plusieurs régions du Québec. Alors, en termes économiques, l'industrie forestière, c'est 18 de notre PIB régional. Chez nous, par exemple, c'est 4 usines de pâte et papier, 22 scieries, 82 usines de deuxième et troisième transformation, en plus d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises qui participent à la récolte et à l'aménagement des forêts, sans compter l'économie liée aux ressources fauniques et acéricoles. Dans ma circonscription, on peut compter notamment SAPI à Matane, Uniboard à Sébec, Temrex à Nouvelle et les groupes Lebel et Cédrico à Presse. Mais on a aussi des productions de plants de reboisement, un centre de recherche et un centre d'éducation en foresterie, ce qui n'est pas rien. Bref, l'industrie forestière est primordiale pour les gens de chez nous, pour l'économie de notre région. Et on pense au Bloc québécois qui est essentiel que le fédéral en prenne acte. Et je suis très heureuse de faire partie de cette équipe-là de députés qui mènent de front cette bataille pour que l'industrie reçoive le financement à la hauteur de son importance et du potentiel de sa croissance. Alors, voilà, c'est un peu le topo que je voulais vous faire. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole à mon collègue Blanchet de Jonca. Très heureux également d'accueillir Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois aujourd'hui. C'est un immense plaisir d'être à ses côtés pour présenter cette étude-là qui est importante, bien sûr, pour l'ensemble des députés du Bloc québécois. Le caucus du Bloc également qui était
voué à cette étude sur le bois. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être en si grand nombre pour la présentation du rapport commandé par le Bloc québécois, bien sûr, pour les façons de maximiser l'industrie forestière. Donc, chers élus, chers représentants de l'industrie forestière, chers représentants et représentantes des médias, merci d'être parmi nous dans cette tempête de neige printanière. Christina l'a bien évoqué, le chef également du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, la forêt, ça constitue l'âme de notre région. Je peux dire qu'elle fait battre le cœur de nombreuses communautés bas-laurentiennes. Et je dirais que ça nous rappelle quotidiennement le grand courage puis le travail acharné de nos ancêtres, certains de nos ancêtres qui ont défriché cet immense pays. Moi, je peux vous dire, là, chaque fois que les circonstances me permettent de visiter les communautés de ma circonscription, je le vois là, concrètement, là, les gens que je rencontre qui me disent là, les étoiles dans les yeux, leur fierté de faire corps avec cette ressource si noble. Donc, au terme de l'étude fouillée par M. Roger Boivin, vous allez voir, le Bloc québécois a formulé 8 propositions concrètes au gouvernement Trudeau afin de bonifier notre industrie forestière. De mon côté, ce que j'aimerais vous mettre en perspective, des données qui sont incontournables. L'industrie forestière au Bas-Saint-Laurent, ça représente quand même près de 40% des emplois manufacturiers. Et il y a une chose également aussi qu'on ne peut pas nier, c'est l'importance du Bas-Saint-Laurent comme région au Québec qui compte le plus de municipalités où la forêt emploie 10% ou plus de sa population. Donc, avec 33 municipalités, la deuxième est une région près de chez nous, la Chaudière-Appalaches, avec 28. Donc, on voit qu'il y a beaucoup même de MRC dans le Bas-Saint-Laurent qui sont dépendantes économiquement là, de l'industrie forestière, notamment des MRC là, comme la Matapédia, le Témiscouata. Ces MRC-là ont des parts des emplois rattachés au secteur forestier de plus de 10%. Et oui, c'est un moteur économique important, l'industrie forestière, mais ça nous permet également d'assurer la vitalité de plusieurs municipalités. J'ai en tête des exemples là, Multicèdre, Esprit-Saint, Cédrico, à Price, Bégin, donc il y a GDS, le siège social qu'on compte aussi à Desjely. Donc, voyez-vous, c'est plusieurs emplois, mais également, on retrouve plusieurs de ces emplois-là dans les petites municipalités et ça assure la vitalité. Donc, j'ai bien hâte de vous dévoiler l'ensemble de nos 8 propositions et je vais céder la parole à Ghislain. Bonjour tout le monde. Alors, c'est spécial aujourd'hui pour moi, c'est comme la rencontre de mes 2 carrières. Donc, on vous disait que l'étude portait sur la maximisation de la filière forestière. Le plan de présentation, on fait un petit état de situation rapide. Ensuite, on fait l'état du potentiel économique pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. On va aborder le volet pour le bénéfice que ça pourrait apporter dans la lutte au changement climatique. Et on arrive à la fin avec les 8 propositions que soumet le Bloc québécois. Donc, l'état de situation. On l'a répété, ça fait des années qu'on en parle. Ça, c'est pas dans l'étude, là, mais le Bloc québécois revient constamment sur cet élément-là, l'aide à l'énergie fossile dans l'Ouest. C'est énorme, les montants qui sont versés. Là. Juste pour le pipeline, 17 milliards, 600 millions par année en subvention. Alors, si on regarde pour comparer avec ce que reçoit la forêt, c'est un appui anémique qu'on dit. Donc, vous voyez, là, il y a 9 principaux programmes qu'on a recensés dans l'étude. Pour l'ensemble du Canada, la moyenne de 2017 à 2020 était de 317 millions par année. C'est la moitié des énergies fossiles pour toute une industrie d'un océan à l'autre. Si on le ramène à la valeur au Québec, c'est 71 millions. Et en plus, si on le décortique un peu, ces millions-là sont à 75 en prêts et à 25 en subventions. Donc, pour le Québec, 53 millions en prêts et 17 millions en subventions. 17 millions, là, c'est 1/1000 de ce que coûte le pipeline dans l'Ouest. Ça vous dit l'ordre de grandeur. L'état de situation. Bon, là, on entre dans la portion très Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Pour notre territoire, en 2000, vous voyez qu'on avait 95 000 emplois. Déjà en 2010, on a vu fondre ce nombre-là passablement avec la crise du bois d'œuvre. 64 000 emplois.
Depuis les 10 dernières années, c'est quand même assez stable, 59 900 en 2020, donc 6 029 Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. C'est ce qu'on connaît actuel. Donc, le potentiel, on est dans la partie de l'étude où on essayait de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. D'abord, en entrée, pour vous donner la méthode utilisée, pour mesurer les retombées, on sait simplement, l'expert a utilisé les références connues de l'Institut de la statistique du Québec. Pour mesurer le potentiel en possibilités forestières, simplement, on se réfère au calcul du forestier en chef. Et pour établir des liens en emplois générés, c'est le prorata de ce qu'on connaît déjà, des emplois existants. Qu'est-ce que c'est que la possibilité forestière? J'ai beaucoup de participants qui sont des forestiers qui maîtrisent ça sur le bout des doigts, mais je pense qu'il faut quand même faire un petit résumé parce que c'est pas tout le monde. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie du fonds de placement. Souvent, on va entendre la possibilité forestière, c'est comme un compte de banque, on récolte des intérêts. Je trouve que c'est un peu simpliste, c'est très linéaire, la valeur de l'argent est fixe, le taux est fixe. Mais c'est pas tout à fait ça, la possibilité forestière. Quand on se réfère à ce qu'est un fonds de placement, on comprend que dans un fonds de placement, il y a multiples sortes toutes sortes de placements, boursiers, fonds à terme, etc. Un peu comme on pourrait placer des peuplements forestiers. Alors, chaque peuplement forestier a sa vie, sa durée, son rendement, etc. Et c'est ce qui fait que, à la fin, quand on fait un calcul de possibilités forestières, le forestier en chef doit déterminer, si on veut, comment son fonds de placement performe. Et il doit établir ça sur 5 ans pour faire des plans quinquennaux, des plans de 5 ans pour l'avenir. Alors, ça me permet d'amener la question de la disponibilité de bois. Parce que la possibilité forestière est une chose et la disponibilité n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la disponibilité au Québec, l'étude nous disait, en 2018, on avait une possibilité forestière de 6,2 millions de mètres cubes. On en a récolté 4,4. Donc, vous voyez qu'on avait une possibilité forestière de 1 855 000 qui n'a pas été prélevée. Mais quand on va voir en termes de disponibilité, la capacité de les récolter, on établit plutôt ces chiffres-là à 400 000 mètres cubes économiquement récoltables à cause de toutes sortes de contraintes. Là. Alors, une fois établi, le 400 000 mètres cubes, ce que ça permet de faire, on avait des emplois actuels à 6 000 emplois. Donc, rajouter ces mètres cubes-là vient générer 556 nouveaux emplois qui sont liés directement à de l'industrie forestière et des usines qui transforment existantes. Là. Ce qu'on a comme potentiel en valeur ajoutée, c'est par rapport à tout ce qu'on va amener comme proposition. Il y a des usines existantes qui vont faire plus, mais il y a aussi des nouveaux produits qui devraient arriver en maximisant. Donc, on vient prédire qu'on aurait 745 emplois créés dans la valeur ajoutée, pour un total de 1301 emplois. Ici, on a voulu, avec ce diapo-là, vous faire une simple démonstration de ce que ça pouvait apporter en termes d'impact économique. Il est généralement reconnu dans le domaine, il y a des études qui ont été faites pour dire ça, que pour un emploi du secteur forestier, il va être généré en emploi indirect et induit l'équivalent d'un autre emploi. L'emploi indirect, c'est plus comme les fournisseurs qui rendent des services à l'industrie et la consommation, c'est ce qui est induit par les salaires que ces gens-là gagnent. Donc, les retombées, on les mesure à 2600 emplois, 1300 en forêt, 1300 induits et indirects. Total, 2600 emplois vont générer 120 millions de masse salariale. Alors, un retour à l'État pour le Québec intéressant de 38 millions et à Ottawa de 12,5 millions. On va, si on maximisait les emplois, on génère presque près de l'équivalent que le Québec reçoit au total habituellement en subvention une année. Qu'est-ce qu'on pourrait maximiser dans le fond? On donne des pistes, là. Produits de charpente et bois d'ingénierie, il y a beaucoup à faire là-dedans. Pour la construction en bois, il faut générer des nouvelles façons de le faire. Entre autres, j'ai un exemple à amener à ce niveau-là.
le bois densifié, qui est un projet de recherche actuellement au CEREX. Ces gens-là nous disent qu'avec le bois densifié qu'ils sont en train de mettre au point, il pourrait avoir une résistance aussi forte que l'acier. Alors, vous voyez comment il y a des potentiels avec des choses comme ça. Panneaux et autres produits prémoulés. On a Uniboard qui fait déjà du panneau, mais tout récemment, il a été investi quand même une somme importante là, à Damabois, à Saint-Damas, pour faire de la palette en prémoulé. Il y a tellement de produits qui pourraient se faire pour remplacer tout ce qui se fait en plastique, des bacs de plastique, ou qu'est-ce que vous voulez, là, qui serait du prémoulé comme ça à partir du bois. Il y a plein de choses à faire. Bâtiments préfabriqués ou bâtiments verts. On a ici, au Bas-Saint-Laurent, le créneau éco-construction qui existe, qui est là pour aider les gens qui veulent œuvrer dans ça, la construction environnementale un peu plus. Ça existe déjà. On peut aller chercher ces ressources-là pour se faire aider, mais il faut qu'on décide de le faire. Les bioproduits du bois, tout ce qui est question d'énergie par biomasse, qu'on parle de granules, bûches densifiées ou de la bûche traditionnelle même. Il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Biocarburant, là, j'ai une diapositive qui ne vient pas de l'étude, mais qui était, je trouvais tellement pertinente que le plan du Québec, là, qui a été annoncé en novembre dernier pour une économie verte en 2030, le Québec dit, pour atteindre ses objectifs, ce qu'il souhaite voir arriver, 15 d'éthanol dans l'essence vendue au Québec, 10 de diesel biosourcé dans le diesel, 50 de réduction des émissions liées au chauffage des bâtiments. Donc, quand on parlait de biomasse potentielle, 10 de gaz naturel renouvelable. Donc, on peut faire du gaz naturel à partir de la biomasse forestière. Et on dit que 50 d'augmentation de la production de bioénergie d'ici 2030. Autrement dit, si on mettait une cible de mesure à un niveau 100, bien là, on serait rendu à un niveau 150 par rapport à ce qu'on produit actuellement là, de mètres cubes ou de kilowatts ou de tout ce que vous voudrez. Là. Voilà. Donc, en résumé, on a donc 1300 nouveaux emplois. On augmente de 21 l'emploi, si on veut, d'ici 2031. Et les bénéfices sont partout, là, secteur première, deuxième et troisième transformation. Il me reste un petit élément, je ne veux pas trop prendre de votre temps. On a aussi voulu vous parler des bénéfices dans la lutte contre le changement climatique en 2 diapos. La construction, donc, pourrait avoir un effet là, au niveau pour le climat. Donc, 1 mètre cube de bois qui est utilisé en construction va garder séquestré 900 kilos de CO2. Une maison, on peut parler de 18 à 20 mégatonnes qui est séquestrée. Alors, l'intérêt d'aller avec le bois. En 2016, 28 des bâtiments non résidentiels du Québec étaient réalisés à partir de bois, alors que 80 auraient pu l'être. C'est sûr qu'il y a une partie, là, le 20 qui ne peut pas, c'est souvent trop en hauteur, où ça prenait de l'acier ou du béton absolument, là, mais dans beaucoup de cas, c'était possible, mais on ne l'a pas fait. Alors, le remplacement d'un mètre cube d'acier ou de béton évite entre 1,1 et 2,1 tonnes de CO2 dans l'ensemble de la chaîne de production. Construction, c'est bon pour le climat. Aussi, dans le fort potentiel au niveau de l'énergie. On le dit, là, la valorisation des résidus forestiers pour la production biocarburant, mais aussi on pourrait faire de la production d'électricité avec des chaudières à biomasse qui sont des générateurs électriques. D'ici 2031, on a un potentiel pour contribuer de 20 à 30 du total de l'objectif québécois de réduction de GES. Donc, 4,8 à 7,7 millions de tonnes de GES par année, en faisant les choses qu'on vient de parler. 1 litre de biocarburant, c'est pas sans émission, parce qu'il y a quand même dans la chaîne d'utilisation d'énergie fossile, mais ça, 1 litre de biocarburant, en général, on reconnaît qu'il va réduire de 50 les GES émis par rapport à 1 litre d'énergie fossile. Voilà, donc tout est à faire, mais tout est gagnant à faire.
Merci Ghislain pour ton expertise. Décidément, tu as fait ça beaucoup mieux que j'aurais pu le faire, donc merci beaucoup. Et bien entendu, ça nous a donné des idées au Bloc de comment on peut prendre avantage de cette étude-là, de ces résultats-là pour faire des propositions au gouvernement fédéral. Alors, l'une d'entre elles, c'est de mettre en œuvre une politique d'approvisionnement public qui favoriserait l'utilisation des produits du bois, notamment en établissant l'empreinte carbone comme critère d'octroi des contrats. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu là, pendant la consultation à travers le Québec avec des organisations, justement, et on peut faire un lien directement avec l'édifice René Tremblay à Matane. Pourquoi? Parce que c'est un édifice qui a besoin d'une mise à niveau, qui a besoin de réflexion, et ça pourrait être ce genre d'édifice-là fédéral qui bénéficie de construction en bois, par exemple, pour la rénovation. Alors, le fait de proposer ce genre de solutions dans des contrats, c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent au fédéral. Ensuite de ça, accroître les budgets de recherche fondamentale et développement attribués à la filière forestière, notamment en matière de bioproduits, de construction et de pratiques forestières durables. On l'a vu, le chef l'a mentionné un petit peu, là, il y a eu un 55 millions qui a été attribué dans le budget cette année. C'est bien, on était quand même surpris, c'est mieux que rien, mais on voit que les sommes qui continuent d'être attribuées à l'industrie pétrolière, par exemple, soit par des subventions ou des déductions fiscales, pardonnez-moi, c'est beaucoup substantiel que ce qui est accordé à l'industrie forestière. Alors, si on veut faire avancer des projets qu'il y a sur la table, par exemple au CEREX à Amqui, quand on est allé visiter cet été, ils nous montraient beaucoup de projets innovants et on disait, ben là, pourquoi c'est pas sur le marché? Il manque de moyens peut-être pour mettre ces projets-là en place. Alors, je pense que le gouvernement a une certaine responsabilité de donner les moyens financiers comme il le fait pour d'autres secteurs. Ensuite de ça, pardonnez-moi, développer une chaîne de valeur pour transformer davantage les ressources forestières en bioproduits au niveau de la seconde et troisième transformation. Je pense que Ghislain l'a bien expliqué. Ça fait partie du plan du Québec pour une économie verte d'ici 2030. Il y a un potentiel extraordinaire pour les bioproduits. Alors, je pense qu'on doit prendre avantage de ça. Et comme c'est une volonté du Québec, bien entendu, on aimerait bien que le fédéral suive également. Et en quatrième, identifier les moyens d'accroître la productivité de la croissance annuelle des forêts du Québec. Ce qu'on veut, c'est planter plus peut-être, mais planter avec des produits de meilleure qualité, des arbres qui ont peut-être été génétiquement modifiés. Pourquoi pas? On a des centres de production de plants de reboisement qui pourraient très bien y contribuer. Je pense à Sommival, à la pépinière Saint-Plus, à la pépinière Saint-Modeste. Donc, on a vraiment des organisations sur le territoire déjà qui pourraient contribuer à ce reboisement-là. Alors voilà, c'est les 4 premières et pour les 4 autres propositions, je laisse mon collègue Maxime y aller. Merci beaucoup, Christina. Merci beaucoup, Ghislain. Très apprécié là, de nous avoir mis en perspective là, des bonnes données qui reflètent de l'étude. Donc, on continue pour les 4 autres propositions du Bloc pour une relance verte. Donc, 5e proposition qu'on a, c'est soutenir l'émergence de nouveaux produits à fort potentiel issus de la forêt, comme les bioplastiques, les produits biochimiques, les biocarburants. Notamment, Ghislain l'a bien évoqué. Là. Donc, on peut penser notamment à l'usine de Cascade qui est située à Témiscouata-sur-le-Lac. Il y a une possibilité d'avoir de nouveaux produits, bien sûr, qui ont moins d'impact sur l'environnement. 6e proposition, donc soutenir la diversification des marchés d'exportation de nos produits forestiers, puis bien sûr de s'assurer que les programmes d'aide bénéficient équitablement à toutes les provinces et au Québec. On pense notamment ici à l'usine d'armoires Miralis qui est située à Saint-Anaclet-de-Lessard, près de Rimouski. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des programmes fédéraux qui existent, mais qui vont beaucoup cibler le bois d'œuvre, et donc ça ne va pas cibler directement la 2e, la 3e transformation, ou encore ça ne va pas soutenir assez adéquatement la diversification des marchés d'exportation. Donc, on souhaite qu'en ayant des programmes qui sont plus adaptés à la réalité de nos marchés ici, mais également de tout ce qu'on peut faire en 2e, 3e transformation. On y va pour la 7e. Alors, on souhaite que le gouvernement fédéral rende plus flexible aussi les programmes fédéraux, donc je venais de l'évoquer, qui existent notamment pour permettre aux plus petits joueurs d'avoir accès à du financement. C'est ce qu'on a entendu lors de nos consultations, lors de l'étude. Il y a des petits joueurs là, qui aimeraient ça avoir du soutien, que ce soit de la recherche, du développement, de l'aide pour déployer des infrastructures,
Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont été nommées. Donc, permettre vraiment aux plus petits de venir bonifier le secteur de l'industrie forestière, puis venir combler aussi des besoins qui ne sont pas parfois comblés, mais parfois un manque de soutien ou un manque de flexibilité de certains programmes qui ont des critères assez rigides. Ça fait en sorte que ces gens-là ne sont pas incités de le faire. Et pour conclure, que le gouvernement fédéral profite de l'arrivée de la nouvelle administration à la Maison-Blanche, donc le nouveau président Biden, afin d'obtenir une pleine exemption de tout tarif sur les exportations de bois d'œuvre québécois à destination des États-Unis. Donc, je crois que je n'aurais pas besoin de vous expliquer l'histoire là, qu'on vit depuis facilement les 40 dernières années. C'est un combat continuel. Donc, les fameux tarifs douaniers là, pour le bois d'œuvre, l'exportation. Donc, quand même, près de 50 % de notre bois d'œuvre s'en va directement aux États-Unis. Donc, il ne faut pas rejouer dans le mauvais film. Et je pense que vous savez également là, qu'il y a eu plusieurs jugements favorables au Canada à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui soutenaient que le Québec et notamment le Canada, n'était pas... il respectait la concurrence et ne faisait pas nécessairement du dumping là, sur le marché des Américains. Donc, il faut profiter de cette occasion-là. On sent plus d'ouverture du nouveau président américain, mais il faut s'assurer de soutenir adéquatement ici l'industrie. Encore une promesse libérale non tenue. Donc, vous l'avez certainement entendu dans les dernières années, il y avait quand même une promesse audacieuse du gouvernement Trudeau qui promettait lors du 27 septembre 2019 précisément, là, qui souhaitait planter 2 milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années. Présentement, il n'y a rien. Le plan n'est pas en branle, il n'y a rien qui a été fait. Même on apprenait à l'automne dernier, des gens qui étaient en charge de ça, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont venus témoigner au Comité des ressources naturelles à la Chambre des communes et nous disaient que, le soutien financier n'était peut-être pas adéquat pour déployer un programme autant audacieux. Mais là, c'est ça. Il faut arrêter de passer aux paroles vertes, il faut passer aux actes verts. Et ça, on souhaite le rappeler au gouvernement de dire c'est une promesse et il faut que ça passe à l'action. Donc, c'est 200 millions d'arbres par année pendant 10 ans. Aucun de ces arbres n'a été planté à ce jour. Je me permets quand même de dire que M. Trudeau est venu en 2019 à Saint-Anaclet-de-Lessard planter 2 arbres. Cependant, il est venu en avion, donc je ne pense pas que ça a été carboneutre. Aucune discussion avec les acteurs du milieu pour la mise en œuvre de cette plantation. Et bien sûr, on souhaite également que le fédéral transfère les fonds nécessaires à Québec parce qu'on a des gens ici au Québec qui ont l'expertise, connaissent bien le territoire. Et c'est ce qu'on voit au gouvernement fédéral. Parfois, on tente de faire des programmes pan-canadiens ou des stratégies, mais ça ne prend pas en considération vraiment la réalité de nos régions ici au Québec et la spécificité de chacun de nos territoires. Un autre expert du milieu qui était candidat pour le Bloc québécois dans Gaspésie aux dernières élections fédérales de 2019 et qui, lui, est en mesure de témoigner de ce dont vient de parler le député Blanchet-Jonca, cette espèce de promesse un peu vaporeuse de planter 2 milliards d'arbres. Je donne donc la parole à Guy Bernatchez pour nous témoigner justement de ce qu'il voit sur le terrain, en fait plutôt de ce qu'il ne voit pas sur le terrain. Merci à toute l'équipe du Bloc pour l'invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Bien sûr, comme plusieurs d'entre vous le savent, je suis technicien forestier. Alors, ça me touche beaucoup que le Bloc ait fait cette étude-là dans les derniers mois pour vraiment venir en aide à notre industrie. Puis, on a vu les chiffres tantôt, là, tout ce que le fédéral donne à l'industrie pétrolière versus l'industrie forestière, il y a vraiment une grosse différence. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là? Bien, c'est vraiment immense, là. Concernant le 2 milliards d'arbres, c'est une mascarade du gouvernement Trudeau là, pour essayer de flasher devant les caméras pour démontrer leur bon vouloir au niveau de l'environnement, mais c'est complètement une ingérence dans la juridiction québécoise au niveau des forêts, comme l'a dit Maxime tantôt. Alors, qui donne l'argent que ce programme-là leur coûte au MFFP au Québec, puis avec les connaissances qu'on a, la connaissance du territoire, les essences qu'il faut planter, puis après ça, c'est pas juste de planter, hein, vous savez, c'est d'entretenir ces plantations-là, d'accroître la productivité, de la croissance annuelle de nos forêts. Là, ça, c'est le nerf de la guerre parce qu'il y a beaucoup à faire dans les prochaines années à ce niveau-là pour maintenir nos emplois, maintenir justement
tout ce qu'on fait au niveau des usines de transformation. Maxime et Christina, tantôt, ont parlé de leurs industries dans leur circonscription. Moi, je suis candidat, mais quand même, il y a beaucoup, dans la Gaspésie, il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit GDS, Damabois, Saint-Euséore, Saint-Alphonse, toutes les entreprises d'aménagement forestier, les groupements, les coopératives. Puis après ça, au niveau de l'exploitation, on sait que les camionneurs, la voirie forestière, alors c'est des dizaines et même des centaines d'emplois au niveau de la Gaspésie. Puis c'est important, c'est le nerf de la guerre justement d'améliorer la productivité de nos forêts pour l'avenir de notre industrie forestière. Alors, je suis content que le Bloc ait fait cette étude-là, que le chef l'ait demandé aussi avec tous les députés qui font partie de circonscriptions où l'industrie forestière est présente. C'est vers des propositions comme ça qu'on va faire avancer les dossiers à la Chambre des communes. Puis, je suis vraiment heureux de voir ça aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation encore. Puis, c'est très intéressant. C'est maintenant la fin de notre émission. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet des reportages présentés aujourd'hui, vous pouvez les adresser au courriel apparaissant au bas de l'écran. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et souvenez-vous, gardez le sourire. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.